Alors, on va attendre peut-être 10h15 pour commencer. Là, je pense qu'on est live. On doit l'être, ouais. On l'est, je vous confirme. Ça marche pas. Bonjour à tous, pour ceux qui sont déjà là. Pour les autres, on vous attend. Pour les autres, l'heure, c'est l'heure. Bon, je vous propose de commencer, si ça vous va. Il est 10h15. Bien. Ben écoutez, on va y aller à ce moment-là. Hein. Ben écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire WebIKEO. Donc aujourd'hui, on va parler de l'optimisation de la stratégie d'acquisition B2B. En effet, le marché B2B est en plein essor depuis quelques temps et à de nombreux égards, notamment sur la partie e-commerce. Et il nous semblait intéressant de faire le tour du sujet, en tout cas en quelques tips. Mais tout de suite, j'aimerais quand même vous présenter en fait les speakers du jour. Donc les gens qui sont réunis ici autour de la table avec moi. Donc nous avons Daniel Chwanga, donc qui est spécialiste des médias et de la performance, avec une grande expertise sur toutes les problématiques de rencontres B2B. Donc de Time One, de l'entité Time One. Ensuite, nous avons Pauline Cabirou, donc Isoscale, qui est responsable du delivery B2B et qui a donc la charge finalement de coordonner l'ensemble de la production et du suivi client et qui pilote justement les dispositifs d'acquisition B2B. Bonjour à tous. Et puis moi-même, donc Fabien de France, donc je suis responsable du pôle B2B Data Media chez Isoscale. Donc nous sommes là pour représenter la grande famille Isoscale Time One et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Donc rapidement, on voudrait quand même, pour mettre les choses en perspective, vous présenter en quelques slides rapides, on rentrera dans le vif du sujet, mais qui nous sommes. Ça a quand même un peu de sens de vous présenter ça et je laisse tout de suite la parole à Daniel. Bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous. Donc très rapidement, qui on est, Time One Isoscale. Donc Time One, c'est initialement un groupe spécialisé dans les logiques d'acquisition et de performance. Et ces logiques d'acquisition et de performance, on a l'habitude, nous, de les traiter à la fois sur la partie média, donc avec une entité média dédiée qui intervient notamment beaucoup sur les logiques de notoriété, de génération de trafic, mais également aussi une entité acquisition, affiliation, qui là permet vraiment de travailler les mécaniques, on va dire, un peu plus fin de tunnel, et donc de piloter à la performance donc du CPL ou du CPA pour les annonceurs, avec la particularité de pouvoir couvrir de façon 360 les leviers digitaux. Il y a quelques mois, et même un peu plus d'un an maintenant, on a été racheté par Isoscale, donc Isoscale qui est l'entité data communication du groupe La Poste, qui a permis finalement cette union de rajouter des cordes à notre arc, notamment au niveau de la communication, puisque Isoscale est doté d'une entité créa comme pour accompagner les annonceurs sur les logiques de prise de parole créa et communication, mais aussi qui permet de rajouter une brique technique et data à notre arc. Voilà, alors maintenant que vous nous connaissez un petit peu mieux au travers de quelques éléments, je voudrais juste rajouter que Isoscale est un groupe qui aujourd'hui représente à peu près 96 millions d'euros, une entité qui suit 300, au moins un minimum de 300 clients grands comptes, donc B2B et B2C, et puis avec une dizaine, 11 sites précisément qui sont répartis un peu partout en France pour apporter toutes les expertises donc à ce qu'on propose. Et si on recentre un petit peu sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur le focus B2B, Isoscale sur l'entité B2B, c'est avant tout un vrai collectif d'experts, donc de l'ensemble des expertises, c'est-à-dire data, ce que disait Daniel, techno, marketing, médias, et puis les métiers un peu plus traditionnels, émotionnels de la création publicitaire et du conseil. C'est surtout une vraie expertise B2B qui s'est appuyée sur un historique fort, puisque le groupe s'est construit par croissance externe, donc avec Vertical Mail à l'époque.
Ce qu'on a voulu proposer sur le B2B, pour que vous compreniez bien notre approche, c'est de pouvoir maîtriser la data, nous permettant donc de switcher entre tous les sujets de connaissance client et d'activation. Ça, c'est hyper important pour nous. Et donc, très tôt, on a construit ce qui est aujourd'hui un des plus grands référentiels multicanal B2B du marché, évidemment dans le respect de la loi et du RGPD, hein, vous savez que tout ça compte beaucoup. Et ce qui nous importait, donc, c'est de constituer vraiment un vivier de données qui correspond à l'univers et à l'ambivalence du B2B, c'est-à-dire établissement et point de contact. Et donc, on a constitué un vrai référentiel avec des données identitaires et financières. Hein, donc, c'est toute l'info juridique, légale sur les entreprises et financière sur les entreprises. Donc, ça, on en a besoin. On a constitué des référentiels autour des moments de vie d'entreprise. Donc, les périodes de croissance, de création, de défaillance, etc. On récupère également toutes les infos sur le bruit que font les entreprises sur Internet, c'est-à-dire les signaux qu'elles peuvent envoyer sur leur croissance, sur leur phase de recrutement, etc. Mais aussi sur toutes les infos qui sont disponibles sur leur site Internet, qui nous permet d'aller plus loin que le simple SIRET. Et puis, au-delà de ça, on a rattaché tous les points de contact RGPD du marché, donc les points de contact nominatifs. Donc, on a une vraie valeur, si vous voulez, on a une vraie porte d'entrée sur cette partie data. Et puis, autour de ça, on a construit un vrai réseau d'affiliés avec énormément de partenaires, de sites affinitaires, de marketplace B2B, donc pour constituer l'audience qu'on peut activer derrière pour nos clients. On a une vraie équipe B2B multi-experte, donc sur tous les sujets, hein, du conseil, de la stratégie, en passant par la data, le ciblage, jusqu'à la techno, tracking, aux plateformes de gestion, etc., et le pilotage et le delivery. Pauline en sait quelque chose. Donc, tout le monde intervient en harmonie sur ces sujets. Et puis, on va donc travailler l'ensemble du parcours client, quels que soient les temps forts en fait, d'une marque. Donc, ça, c'est la structure Isoscale dédiée au B2B, et il y a un pôle B2B ad hoc. On vous a mis ici juste quelques exemples pour en finir de références clients, puisque nos gros sujets aujourd'hui, nous, sont les grands donneurs d'ordre B2B. Hein, donc, on travaille beaucoup avec le e-commerce, avec les constructeurs auto, avec les grands acteurs de l'énergie, du logiciel, du mode SaaS, etc. On a ici mis quelques références qui ne sont pas exhaustives, mais on a beaucoup de cas clients très verticaux, et on sait s'adresser donc aux différents secteurs du marché. Juste rappeler, avant de rentrer dans le vif du sujet des 10 tips, un point important, en préambule qui me semblait important, mais juste rappeler que finalement, l'acquisition B2B, ça s'inscrit dans la chaîne du parcours client. C'est une partie, et c'est la raison pour laquelle chez Isoscale, on s'attache à envisager finalement des actions d'acquisition, mais au regard de la stratégie globale marketing et de communication. Et puis au fond, l'acquisition, ça fait partie d'un tout, et ça vient se nourrir des actions de notoriété, de génération de trafic. Hein. Par exemple, des actions de SEO vont rejaillir directement sur les résultats de lead gen, ou alors une marque, on sait qu'une marque forte va permettre de mieux convertir les prospects. Donc, on va traiter, et c'est une force chez Isoscale, on va traiter toutes les problématiques, donc vous le voyez, de la notoriété, avec l'ensemble des expertises qui vont bien, en passant par la génération de trafic, le recrutement de prospects, donc qui est notre sujet d'aujourd'hui, et puis les sujets de fidélisation, de martech, de connaissance client, etc. Et donc, fort de l'accompagnement de nombreux clients en B2B, eh bien, voici 10 tips qui nous semblent importants de traiter pour optimiser sa stratégie d'acquisition. Donc, en effet, pour rentrer dans le vif du sujet, notre premier tips pour optimiser la stratégie d'acquisition, c'est ta base de données B2B, tu fiabiliseras. Alors, en effet, nous, ce qui nous a semblé important avant de se lancer dans une stratégie d'acquisition B2B, c'est de comprendre le maillage des entreprises en France et leur moment de vie. C'est bien d'avoir en tête qu'en France, en fait, le gros des entreprises, c'est des petites entreprises. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 99% des SIRET qui correspondent à des sociétés de moins de 50 salariés. Si on va un peu plus loin, 97%, ça correspond à des sociétés de moins de 10 salariés.
Et quand on zoome encore plus, il y a pratiquement 85% des entreprises en France qui n'ont pas de salariés, donc ce qui correspond à des micro-entreprises, des entrepreneurs individuels. C'est important d'avoir ce point en tête déjà pour avoir une vision réaliste de vos potentiels de prospection. Si demain, votre stratégie d'acquisition, c'est d'aller cibler les sociétés qui ont plus de 200 salariés uniquement, c'est bien de savoir que le potentiel de prospection que vous avez, c'est 13 000 établissements à peu près, ce qui correspond à 0,1% des sociétés en France. Donc, une fois qu'on a ça en tête, l'autre élément à bien comprendre, c'est que du coup, comme on parle principalement à des petits pros sur les segments B2B, on peut avoir des comportements d'achat qui sont très proches des comportements de ce qu'on peut retrouver en B2C. Justement parce qu'on est sur ces typologies de cibles à cheval entre un profil B2B et un profil B2C. Et donc, toutes ces entreprises, elles ont différents moments de vie, et c'est tout ça qui fait que ces entreprises, elles évoluent, ces bases de données évoluent et qu'il faut les mettre à jour. Donc, le premier critère d'évolution qu'on retrouve le plus souvent, c'est la défaillance d'une entreprise. C'est qu'elle n'est plus en mesure de faire face à ses obligations financières. Pour information, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 30% des TPE et PME, donc le gros des entreprises en France, qui représentent un risque de défaillance et donc de fermeture. Le deuxième critère qu'on retrouve le plus souvent, c'est le déménagement. Et ce qui est bon à savoir, c'est que quand une entreprise déménage, souvent, elle change de SIRET. Donc, on peut perdre l'historique. Le troisième critère qu'on retrouve souvent, là, c'est le nerf de la guerre, c'est le changement de contact dans l'entreprise. Il y a de grandes chances pour que vos contacts que vous aviez en base il y a 2 ou 3 ans ne soient aujourd'hui soit plus dans l'entreprise, soit sur un autre poste. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres critères, mais c'est tout ça qui fait qu'on estime que chaque année, il y a 20% de vos données sur vos bases B2B qui ne sont plus à jour. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on voit bien l'importance de mettre à jour sa base, de fiabiliser ces données B2B. Alors, déjà, pour la gestion de votre parc client, de votre parc CRM, pour connaître, être informé de tout mouvement chez vos clients, pour avoir les infos nécessaires pour gérer votre relation administrative. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est sur toute la partie upsell, connaissance et fidélisation. C'est parce que vous connaissez bien vos clients que vous pourrez leur proposer les bonnes solutions et donc bien les fidéliser et potentiellement générer de l'upsell. Et donc, le dernier point qui nous intéresse ici et pourquoi il faut fiabiliser ces bases, c'est parce que vous avez une base de données client propre que vous allez pouvoir bien appréhender votre stratégie d'acquisition B2B. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir analyser et segmenter votre base client pour vos actions marketing. Et l'idée, évidemment, c'est de ne cibler que les entreprises qui sont pertinentes pour votre activité. Donc, comment fiabiliser les bases pour rentrer dans le concret et dans les tips? Déjà, la première chose, ça va être la siretisation. L'idée, c'est d'ajouter à tous vos sirets un client, c'est la clé, un siret à tous vos clients, c'est la clé d'entrée unique, le siret dans l'entreprise. Et c'est ce siret-là qui va nous permettre à nous de nettoyer vos bases de données, des sirets qui sont fermés, de nettoyer les entreprises qui sont en liquidation ou au moins de les toper, de toper aussi les déménagers, je l'ai dit tout à l'heure, les déménagers pour avoir l'historique sur le changement de siret. Et puis, un autre point important sur un référentiel B2B, c'est toute la partie normalisation des adresses. La normalisation, donc c'est la RNVP, donc c'est la restructuration, normalisation et validation postale. Même si vous ne faites pas de publipostage, c'est une étape importante dans le nettoyage de vos bases, puisque le référentiel postal, c'est un des référentiels complets et les plus précis sur la partie B2B. Donc, comment on fait? On croise vos données avec nos référentiels. Donc, par exemple, nous, chez Isoscale, Fabien en a parlé tout à l'heure, on a un référentiel B2B et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des croisements et vous toper tout ce qu'on peut fiabiliser. Et c'est une fois qu'on a fait cette étape de tiretisation qu'on va pouvoir, dans un deuxième temps, enrichir vos données de toutes les informations manquantes, comme par exemple les points de contact nominatifs que vous recherchez, si l'entreprise appartient à un réseau, si l'entreprise a des liens avec une maison mère, donc des liens capitalistiques, etc. Et c'est tout ça qui va nous permettre de mieux comprendre qui sont vos clients et donc de bien appréhender votre stratégie de prospection et d'acquisition. Et juste une petite parenthèse, en termes de rythme, nous, chez Isoscale, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un flux réel, une interconnexion avec vos bases, mais on recommande d'avoir une mise à jour à minima trimestrielle pour avoir toujours une base propre.
Et donc, c'est parce qu'on a maintenant une base de données client fiabilisée à jour qu'on va pouvoir l'analyser et identifier le prospect idéal. Donc, c'est là vraiment la première étape de votre stratégie d'acquisition B2B. Donc, notre tips numéro 2, c'est ton prospect idéal, tu identifieras. Pour déterminer le potentiel de prospection, il y a 3 étapes. La première étape, j'en ai déjà parlé, c'est toute la partie analyse, audit, identification du prospect idéal. Une fois qu'on a fait cette étape, on va aller sourcer tous les potentiels de prospection via la recherche de clients jumeaux en lookalike. Et la 3e étape, c'est la déduplication, donc le dédoublonnage avec vos bases clients pour n'adresser que des prospects. Donc, si on rentre dans le détail, pour la réalisation de l'audit, nous, par exemple, chez Isoscale, on a une solution d'audit qui s'appelle Self-Data. Et comment ça marche? L'idée, c'est de ventiler tous les sirettes de votre base client selon les grands critères de segmentation B2B. Donc, quand je parle de grands critères de segmentation B2B, on a l'effectif, les secteurs d'activité, code APE ou code NAF, les formes juridiques, le chiffre d'affaires de l'entreprise, etc. Et toutes ces données, ces grands critères-là, on va les croiser avec la valeur qu'a le client chez vous. Et quand je parle de valeur, c'est le chiffre d'affaires que ce client-là a généré chez vous, c'est sur les 2 ou 3 dernières années. Et donc, en croisant toutes ces données, on arrive à faire ressortir des grands profils types de prospects B2B à aller chercher. Et c'est vraiment une fois qu'on a bien analysé cette base-là, bien identifié le prospect idéal, qu'on va aller chercher le potentiel de prospection. Et donc, nous, chez Isoscale, et donc la méthodologie à avoir, c'est de toujours commencer avec une recherche macro. Donc, quand je dis une recherche macro, c'est aller chercher les grands critères classiques B2B. Donc, je les ai cités tout à l'heure, les effectifs, les secteurs d'activité, etc. Évidemment, les fonctions, les personas dans l'entreprise qui nous intéressent. Mais en général, ça ne suffit pas. Nous, on recommande toujours d'aller plus loin parce que l'idée, c'est de donner plus de matière à vos fiches de prospection pour pouvoir vraiment contextualiser au mieux vos approches et donc vos messages. Donc forcément, l'équation, elle est simple. Plus on connaît le prospect, mieux on va l'adresser. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours aller essayer de donner un peu de matière en allant chercher d'autres critères. Donc, on vous en a cité quelques-uns ici, mais par exemple, on peut aller chercher des données financières. C'est un des critères principaux qu'on va chercher quand on réfléchit à une stratégie d'acquisition. Nous, on a des algorithmes qui peuvent établir des scorings financiers qui analysent différents critères comme l'équilibre financier, la rentabilité de l'entreprise, le risque de défaillance, etc. Et c'est ce scoring qui va nous permettre de dire si on doit ou non aller prospecter cette société ou s'il y a un risque. Et puis, on peut aller chercher, comme le disait Fabien tout à l'heure, des critères comportementaux via les données web. Donc, c'est tout ce qu'on met dans la catégorie indexation. Donc, un exemple, on peut aller voir le bruit de recrutement. Si l'entreprise poste beaucoup d'offres d'emploi ces derniers mois, ça peut nous donner des signaux qui sont positifs sur la prospection de cette entreprise. Et puis, en fonction de votre activité, on va essayer de donner plus de matière en allant chercher des données spécifiques. Donc, des données spécifiques, ça peut être si l'entreprise a une flotte automobile, si l'entreprise appartient à un réseau d'enseignes, si l'entreprise possède des bâtiments, etc. Donc, ça, c'est des critères qu'on va aller chercher en plus. Et une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a sourcé ce potentiel, évidemment, l'étape très importante, c'est de dédoublonner tout ce potentiel de prospection avec vos bases clients pour ne toucher que des prospects. Donc, une fois qu'on a fait cette étape d'identification de qui sont les prospects, quelles sont les personnes qu'on a envie d'aller toucher, derrière, il faut pouvoir aussi déployer une stratégie média qui soit suffisamment efficace et percutante pour aller convaincre ces prospects que notre solution, finalement, répond à leurs besoins et aller se différencier versus la concurrence. Le premier axe pour faire ça, pour penser à une stratégie d'acquisition B2B qui soit performante, c'est vraiment le multicanal. Le multicanal, aujourd'hui, on en parle beaucoup et sur le B2C, je pense que ça a plus d'ampleur que sur le B2B. Mais n'empêche que sur le B2B, il faut se rendre compte que 75% des décideurs B2B ne font pas partie de l'équipe C-Level, ils sont pas directement liés à l'équipe d'achat. Parce qu'en général, quand on travaille une stratégie d'acquisition B2B, la volonté, c'est quand même d'aller se concentrer sur le cœur du buyer group
Or, par définition, quand il y a des décisions d'achat qui vont se faire dans une entreprise, quelle que soit la taille, mais d'autant plus si l'entreprise a un effectif conséquent, il y a un certain nombre de personnes qui vont influencer en fait la décision d'achat. Et du coup, en termes de stratégie média, ça implique de pouvoir toucher et convaincre, ou en tout cas séduire toutes ces personnes-là qui vont à un moment donné ou à un autre influencer le processus décisionnel. Pour faire ça, du coup, la conséquence, c'est qu'il faut pouvoir passer une stratégie qu'on appelle stratégie de halo, c'est-à-dire avoir des leviers qui vont nous permettre à différents moments et à différentes étapes du parcours de pouvoir toucher l'ensemble des personnes qui vont rentrer dans le processus décisionnel. Donc pour ça, il y a les leviers traditionnels qui sont en général les plus exploités en B2B, donc c'est tout ce qu'on peut regrouper dans le precision marketing. Precision marketing, pourquoi? Parce que finalement, c'est des leviers où on va pouvoir intégrer une granularité de data pour aller toucher un cœur de cible qui correspond vraiment soit à un directeur d'achat, par exemple, ou en tout cas à des personnes qu'on considère comme au centre de la décision d'achat, avec pour objectif de finalement se positionner en tant que référent sur leurs problèmes. Et donc ça, dans ces leviers-là, il y a effectivement tout ce qui est ABM, social, SIA, etc. Mais au-delà de ce core buyer group, c'est aussi important de pouvoir aller influencer toutes les autres personnes qui vont rentrer dans le processus d'achat et de pouvoir finalement travailler la notoriété et la puissance de la marque, vu qu'on sait que c'est un atout décisif en fait pour générer des leads, ou en tout cas pour travailler une stratégie d'acquisition efficace. Donc sur le B2B se développent de plus en plus des mécaniques de communauté finalement qui ont vocation à positionner l'annonceur comme l'expert pour un besoin. Et dans ces mécaniques, on peut ranger tout ce qui est influence, content, la production de content, ou alors des focus group. Les focus group, c'est finalement quand on va réunir autour d'une table des clients ou des utilisateurs de la solution, les faire parler et ressortir des verbatims qui vont forcément être beaucoup plus empathiques, parce qu'ils vont permettre à d'autres prospects ou futurs prospects de pouvoir s'identifier en fait aux besoins que vos clients ont eu et qui ont finalement conduit au choix de votre solution. Et il y a également tout ce qui est mass média qui, à date, reste encore relativement peu exploité par les marques en B2B. On voit que ça a beaucoup changé sur les dernières années. On voit de plus en plus de marques. Là, récemment, par exemple, je crois avoir vu Sage à la télé, mais on voit de plus en plus de marques recourir à ces canaux offline pour pouvoir travailler de façon conséquente la notoriété de la marque. Ce qui est aussi important parce que finalement, au-delà d'embarquer des gens dans un processus d'achat, ça permet aussi finalement de travailler la notoriété sur les personnes qui vont utiliser votre solution, c'est-à-dire les employés, ou en tout cas les employés, la solution aura un impact sur eux. Donc c'est aussi important qu'ils puissent vous connaître et savoir qui vous êtes. C'est d'autant plus important, enfin c'est d'autant plus stratégique ces leviers offline qu'aujourd'hui, en termes de ciblage, avec la digitalisation des leviers offline, on peut faire des choses très intéressantes avec des tickets d'entrée qui sont de plus en plus faibles aujourd'hui sur de la télé, via la télé segmentée, donc qui est un processus d'achat de télé linéaire, mais via des assets digitaux. On peut aujourd'hui, avec des tickets d'entrée de 50K et des mécaniques de ciblage, par exemple sur des petits, des gens qui ont une petite consommation de télé, dont on sait en général que c'est plutôt des profils B2B, cadres et décideurs, aller avoir un reach ultra précis. Donc c'est important de reconsidérer ces leviers-là et de ne pas se concentrer uniquement en fait sur des leviers ou en tout cas sur un cœur de cible très restreint, parce que ça donnera de l'ampleur et de la puissance à votre stratégie d'acquisition. Au-delà du multicanal, je ne sais pas si tu peux passer à la slide suivante, Pauline, s'il te plaît. Au-delà du multicanal, donc l'enjeu derrière tout ça, c'est quoi l'enjeu derrière tout ça? C'est de se dire, au-delà de ma stratégie d'acquisition qui est mon objectif prioritaire, il faut aussi que je puisse travailler le branding, parce qu'on sait que la puissance de la marque, elle a un impact décisif en fait sur la capacité de la marque à générer de l'acquisition à un coût maîtrisé. Donc ce qu'on voit, c'est que quand on travaille la puissance de la marque, on peut en fait multiplier par 6 l'impact de sa stratégie d'acquisition. Donc cette notion de notoriété est vraiment très forte au sein des marques,
Et à titre personnel, au sein de Time1/Isoscale, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'acteurs du B2B avec des enjeux d'acquisition très forts, et c'est normal parce que l'acquisition, ça constitue quand même le cheval de Troie du business. Néanmoins, il y a toujours ce besoin de pédagogie, de se dire, si on arrive à lier ces enjeux d'acquisition avec aussi des enjeux de notoriété, on arrivera à faire baisser drastiquement vos coûts d'acquisition. Plus on me connaît, moins je dois payer cher en fait pour avoir une action d'acquisition, pour générer un lead. Donc, c'est important de travailler en parallèle de l'acquisition, les objectifs de marque. Et donc, pour faire le parallèle avec ce que je disais un peu plus haut sur l'importance du ciblage, sur le graphique de droite, ce que vous voyez, c'est finalement quand on va travailler sur des enjeux acquisition, en général, on va se concentrer, et c'est normal, sur des clients qui sont en tout cas déjà prêts à convertir. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une base de clients avec un intérêt de forts intentionnistes. Donc, c'est toute la partie en jaune, ce qu'on appelle des acheteurs in-market. Et donc, du coup, ces clients-là, forcément, ils sont beaucoup moins nombreux que des clients potentiels qui rentreraient dans le tunnel de conversion un peu plus tard. Donc, l'effet de travailler finalement branding et acquisition ensemble, c'est que dans l'acquisition, on va travailler ces clients qui sont prêts à convertir et ce lead qui est en recherche active de besoins, mais on va également pouvoir travailler et générer de la notoriété sur des futurs clients où là, la base est forcément plus grande, qui seraient prêts à convertir, et c'est comme ça qu'on va réussir à baisser finalement, in fine, les coûts d'acquisition et à optimiser au global sa stratégie d'acquisition. Du coup, pour avancer là-dessus, pour terminer sur cette partie travail de branding / acquisition, c'est important aussi d'avoir une présence, notamment quand on travaille sur des logiques de notoriété ou à la pure performance, d'avoir une présence sur les deals tactiques. Aujourd'hui, les deals tactiques, ce dont on se rend compte avec les nombreux annonceurs qu'on accompagne en B2B, en fonction du degré de maturité, ce sont des choses qui ne sont pas toujours forcément mises en place, ou en tout cas sur lesquels encore peu d'annonceurs capitalisent. Qu'est-ce qu'on appelle, nous, deal tactics? C'est finalement le fait sur des buyer group ou sur des secteurs que vous avez pu identifier dans le cadre de votre stratégie marketing et commerciale, de pouvoir aller développer, déployer des deals gré à gré avec des acteurs qui vont vraiment vous permettre d'assurer à la fois une présence tactique, mais une présence qui permette à la fois de travailler de la noto et du trafic. Là, on a mis quelques exemples. Si je prends un exemple, par exemple, si vous avez une cible finance, ce serait peut-être intéressant à ce moment-là d'intégrer un partenaire comme DAFMAG, qui est spécialisé sur ce segment et qui, à la fois, va vous permettre de travailler sur des mécaniques d'acquisition, mais qui va aussi vous permettre de travailler sur des logiques de notoriété avec une visibilité qui est quand même assez forte au sein du buyer group. Donc, c'est important, au regard de tout ça, d'avoir une stratégie qui, à la fois, vous permet d'avoir de la puissance de couverture au global sur vos cibles, et derrière, de renforcer cette puissance de couverture avec des dispositifs beaucoup plus tactiques qui sont finalement à des tarifs assez optimisés, mais qui vous permet derrière de donner de la puissance et de renforcer en fait votre visibilité sur les sous-segments de cibles qui peuvent vous intéresser. Derrière, toute bonne stratégie d'acquisition, elle est forcément liée à une cohérence entre le média, les leviers sur lesquels je vais être présent, pourquoi je vais y être présent et avec quelle mécanique je souhaite y être présent. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, et toute la partie contenu. Parce que aujourd'hui, ce qui va driver véritablement une stratégie, qu'on se parle de B2B ou de B2C d'ailleurs, c'est l'importance du contenu et la capacité du contenu à capter ou à captiver en fait l'audience. Et en B2B, en général, quand on fait des contenus, on a tendance à vouloir faire des contenus très rationnels. On va faire du livre blanc, on va faire des webinars. Donc, tous ces contenus-là sont importants, et c'est important de les garder dans la stratégie. Mais il est aussi important de se rendre compte que finalement, sur du B2B, tout n'est pas que rationnel. Derrière, l'acheteur, ou en tout cas la personne qui hésite entre votre solution et la solution d'un concurrent, ça reste un point de contact humain qui a également des peurs. C'est souvent des décisions qui peuvent être engageantes, qui peuvent avoir un impact plus ou moins considérable sur l'évolution
fonction de la vie d'entreprise. Donc derrière, il y a également une grosse part, une part émotionnelle qui est forte et dont Google a mené des études qui montrent que finalement, ce lien émotionnel, il est même encore plus fort sur le B2B que sur le B2C. Sur le B2C, on a déjà des stratégies qui mêlent beaucoup émotion, et éléments un peu plus rationnels, quand sur le B2C, le B2B, on essaye de faire des choses très cadrées, très rationnelles, mais finalement derrière, on s'adresse quand même à des humains qui ont des peurs et qu'il faut savoir du coup rassurer dans les craintes qu'ils peuvent avoir. Derrière, ça implique aussi forcément la personnalisation du contenu derrière en fonction des besoins des audiences et en fonction des craintes potentielles que ces audiences-là peuvent avoir. Donc une stratégie B2B efficace, c'est finalement pouvoir dire à notre audience, je limite en fait le risque et je te rassure vis-à-vis des craintes que tu peux avoir. Et comment est-ce qu'on fait ça? L'une des manières les plus efficaces en fait de pouvoir naviguer comme ça entre du contenu émotionnel et du contenu rationnel, c'est de pouvoir matricer l'écosystème, la sphère de contenu qu'on va avoir. Dans les contenus qu'on produit, donc ce que vous avez à l'écran, c'est une matrice en fait qui permet de ranger des contenus en fonction de leur charge émotionnelle ou rationnelle et en fonction bien évidemment de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Est-ce qu'on est plutôt sur des objectifs de notoriété ou alors est-ce qu'on veut vraiment faire convertir l'audience? Donc l'un de nos conseils sur la partie contenu, c'est vraiment de pouvoir faire un état des lieux des contenus dont vous disposez aujourd'hui, de pouvoir matricer ces contenus en fonction de leur vibration finalement entre émotion et rationnel, et de faire comme ça des A/B tests de contenu. Peut-être qu'on va se rendre compte en général sur le B2B, on se rend compte que tout ce qui est fiche produit, démo, webinar, c'est souvent webinar, livre blanc, c'est souvent assez bien sécurisé, mais tous ces contenus-là relèvent de la sphère de contenu rationnel. Est-ce qu'on a assez de reviews clients? Est-ce qu'on a assez de tests et retours marché qui sont des contenus plutôt tournés vers l'émotionnel, puisque c'est des contenus qui ont plutôt tendance à rassurer l'interlocuteur et à faire preuve finalement d'empathie envers l'interlocuteur. Et si on n'a pas de volume de contenu suffisant ou si on se rend compte qu'il y a un décalage important, et bien du coup ça permet d'orienter la stratégie de production de contenu et de pouvoir comme ça A/B tester le contenu, parce que finalement si moi je suis dans la crainte par rapport à un point bien précis de la solution et que du coup derrière j'ai une fiche produit, ben, ce sera peut-être un contenu beaucoup trop froid, dans le sens beaucoup trop rationnel, qui ne participera pas forcément à me rassurer dans mes craintes. En revanche, si j'ai une review d'un de vos clients qui a rencontré le même problème et qui lui parle de la solution que vous lui avez apportée à travers vos offres, et bien du coup là j'ai une chose beaucoup plus empathique qui participe à me conforter en fait dans l'idée de choisir votre solution. Donc cette matrice de contenu, elle est très importante, quelque chose qu'on a pas mal mis en place au sein de Time One Isoscale avec nos annonceurs, et on se rend compte qu'on arrive vraiment à avoir des optimisations beaucoup plus fines et surtout, très important, une rationalisation de la production de contenu beaucoup plus lisible. Alors, tips suivant, écoutez, contre toute attente, on va parler mariage. Comme quoi tout est possible. Plus sérieusement, en fait, le sujet est plutôt c'est que l'alignement technique entre la stratégie commerciale et marketing finalement est essentiel. Et c'est un vrai sujet à traiter quand on développe les dispositifs d'acquisition. On le voit vraiment au quotidien, donc c'est des sujets très opérationnels. Et un dispositif d'acquisition est efficace que si le mariage marketing commercial est consommé, en tout cas s'il est en bonne voie. Et l'idée est simple, c'est que vous ne pouvez pas réussir en lead gen si les équipes de vente ne sont pas associées et si elles n'adhèrent pas. Et ça, c'est encore une fois, c'est un vrai sujet. Et on part d'un constat, hein, c'est aujourd'hui, il y a environ 15% des entreprises qui estiment que leurs services marketing commercial ne sont pas vraiment alignés. C'est une étude du CMIT, du Club des marketeurs InTech. Et c'est un chiffre quand même qui est assez édifiant. Alors pourquoi ça bloque quand on regarde un peu dans le détail? On se rend compte que 70% des équipes marketing sales pensent qu'elles ne partagent pas les mêmes objectifs stratégiques. Donc là, on voit bien qu'il y a un sujet de partage de vision. 35% des marketing sales rapportent qu'il n'y a pas de dirigeant commun aux deux équipes. Et en effet,
on le constate au quotidien, c'est que quand vous travaillez avec un annonceur où il y a une direction commerciale marketing, c'est-à-dire parfois, notamment dans le logiciel ou sur d'autres secteurs, vous avez un directeur commercial marketing. Dans ce cas-là, c'est vrai que les sujets d'acquisition avancent beaucoup plus vite et sont naturellement mieux pilotés. Puis autre point, 75% des marketing sales ont bien conscience que les KPI diffèrent selon leurs deux directions. Effectivement, du coup, en effet, il y a un vrai besoin de grille de lecture commune sur ces deux univers, quoi. Voilà, la slide avait du mal à dérouler. Donc du coup, les actions mises en place pour améliorer l'alignement marketing commercial, et ça c'est un vrai tips, la slide d'avant, ça c'est un vrai tips, pour aligner le commercial et le marketing, qu'est-ce qui se passe? Excusez-nous, il y a un problème de slide, j'arrive tout de suite sur la bonne. Voilà, on y est. Il y a un petit temps de latence. Donc, je disais précédemment, donc les actions à mettre en place pour améliorer l'alignement marketing sales, c'est du bon sens, mais c'est de l'organisation et de la méthode surtout. C'est que, il faut présenter la stratégie d'acquisition et de levier utilisée aux vendeurs. Ça, c'est hyper important. Il faut les associer. Il faut les impliquer dans les actions marketing. Ça va jusqu'à la co-construction, la co-création des supports sur lesquels on va travailler. On a besoin qu'ils nous remontent la réalité du terrain quand ils traitent un lead. On a besoin de connaître l'appétence des clients. Donc, il y a un vrai partage de connaissances qui est nécessaire sur ces sujets. Et c'est là où le couple marketing commercial fonctionne bien. Et puis, finalement, il faut leur démontrer que chaque lead qu'on apporte, c'est le rôle du marketing. C'est la résultante d'un vrai travail, quoi, d'un vrai effort. Et on sait que parfois, les deux univers peuvent se batailler un petit peu là-dessus. L'autre sujet, c'est de réduire le délai de mise à disposition de l'information. Un dispositif d'acquisition, la vocation, c'est de redescendre le lead à traiter par les commerciaux. Et on sait qu'un lead recontacté dans les 24 heures, c'est à peu près 30% de conversion gagnée. Donc, c'est vraiment non négligeable. Et puis, le dernier point, on le disait tout à l'heure, c'est que il faut adopter des outils communs de suivi et donc intégrer des KPI marketing dans les objectifs commerciaux pour que tout cela fonctionne. Et bon an, mal an, l'implication marketing commerciale, nous on le voit on a pu le mesurer, quand c'est bien traité, on arrive à augmenter la rentabilité des dispositifs d'environ 15%. Et du coup, pour que cet alignement soit vraiment efficace, il y a aussi l'importance finalement d'aligner la stack marketing, toute la stack marketing, et de pouvoir mener un travail d'interconnexion en fait de la stack marketing et des différents touchpoints où on va pouvoir aller collecter du lead. L'un des enjeux qu'on rencontre souvent sur des marques B2B, et là ça dépend aussi du niveau de maturité de la marque, c'est qu'on va avoir plusieurs outils, ou en tout cas plusieurs canaux qui vont nous permettre d'aller collecter des leads. On va collecter des leads des fois sur LinkedIn, ces leads vont atterrir dans un certain CRM, les commerciaux vont avoir un certain CRM, le marketing va avoir des outils propres, et en fait tout ça ne communique pas forcément ensemble. Donc à chaque étape on perd une partie de l'information, et donc on perd une visibilité finalement de la stratégie globale. Aujourd'hui on sait que des solutions technologiques existent, et que tous ces outils, il y a moyen de les faire communiquer, ou en tout cas d'agréger tout ça en un flux qui permettent de faciliter l'analyse de lead. Et c'est vraiment un point essentiel pour passer un step, j'ai envie de dire, sur la façon dont on pilote les leads. Parce qu'une fois qu'on a cette visibilité pleine et entière, on peut finalement passer d'un pilotage de lead qui se fait en général sur du volume, donc un volume de lead que j'ai collecté, à un pilotage qui va se faire sur de la valeur, c'est-à-dire finalement sur des opportunités commerciales qui sont générées, et même un peu plus loin, sur le closing, c'est-à-dire le business réel et effectif qui est généré. C'est d'autant plus important quand on a un tunnel de conversion qui va être assez long. Je ne sais pas, si je prends l'exemple par exemple d'entreprises du SaaS qui vont vendre des logiciels. Des fois, sur un logiciel, on va mettre 6 mois, 1 an à convertir un prospect. Derrière, on a un ticket d'entrée qui est très élevé. Donc finalement, ça fait
très peu de sens de piloter sur du volume de lead, connecter des outils, pouvoir analyser cette vélocité de tunnel et pouvoir optimiser en fonction de cette vélocité de tunnel et en fonction du business généré en fin de tunnel. Ça permet d'améliorer la qualité de la collecte. Et aujourd'hui, au sein de Time1, ce sont des solutions qu'on propose, qui sont des solutions purement technologiques sous forme de conseils pour pouvoir vous aider à y voir plus clair, d'avoir une phase d'audit déjà de ces outils et de pouvoir vous aider à mettre en place cette interconnexion d'outils pour avoir une lisibilité plus précise de la valeur des leads qui sont collectés au-delà de juste un CPL finalement qui sur certains secteurs n'est pas significatif. Tips suivant, on le dit toujours, il faut chouchouter ses clients, mais il faut également chouchouter ses prospects. C'est vraiment une règle de base. Et donc, on va parler ici de finalement comment réenchanter la relation de prospection. Et quoi de mieux que de s'inspirer de la relation client, puisqu'elle est beaucoup plus riche dans ses ciblages, dans ses triggers, dans ses dispositifs. En tout cas, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que un portefeuille de prospects est un vrai capital à gérer. On vient de le dire, il faut chouchouter ses prospects, et c'est peu de le dire. Et donc, il existe des dispositifs PRM qui sont adaptés et qui vont permettre aux annonceurs, de collecter, d'embaser des prospects à fort potentiel, donc avec un scoring préalable qui est issu de la connaissance client, et puis donc de construire un actif de données propriétaire. Et ça, les marques ont vraiment besoin de se constituer des data first party. C'est un vrai enjeu. Et puis d'engager une relation commerciale efficace avec ses prospects en s'inspirant des pratiques de la relation client. C'est-à-dire qu'on sait qu'en effet, en B2B, un prospect il va convertir au bout d'un certain nombre de sollicitations. C'est un minimum de 3. Alors des sollicitations rythmées qu'on va graduer dans le temps, mais il faut un minimum de sollicitations. Donc on a besoin de dispositifs qui s'inscrivent dans le temps. Et on a besoin de parler dans le temps au prospect. Et donc le PRM, dans ce cas-là, permet d'animer le prospect avec des scénarios préétablis, donc qui vont de l'information, de la diffusion de contenu, en passant par la détection de besoins jusqu'à la conversion. Ça va permettre de mixer les messages donc relationnels et transactionnels pour accompagner le prospect dans la maturation de son besoin. Et puis aussi de jouer le multicanal, puisque là, il y a un vrai sujet de retargeting multi-device, quoi. Globalement, la méthodologie finalement du PRM est simple, c'est-à-dire que d'abord on identifie des prospects à fort potentiel, donc c'est une vraie analyse du lookalike, de la connaissance client. On travaille sur des gens dont on sait qu'on peut dégager vraiment de la valeur. Le deuxième sujet, c'est l'activation, l'embasement. Donc là, on vient embaser un maximum de prospects à fort potentiel par conséquent. Le troisième sujet, c'est la définition des parcours et des scénarios. C'est comment on définit les triggers, comment on écrit les scénarios, comment on crée les contenus et quels contenus. C'est ce que disait Daniel tout à l'heure. C'est très important de savoir comment les orienter, ces contenus. Et puis, il y a toute la phase de paramétrage dans les outils d'automation marketing, donc pour pouvoir prendre la parole dans le temps auprès de ces gens-là. Donc là, les KPI monitorés sont plutôt tournés autour des comportements constatés en fonction des scénarios, de la réactivité des relances, de tout ce qui va toucher aux A/B testing sur les messages, etc., du panier moyen, enfin tous ces sujets. Grâce au PRM, ce qu'on constate via des campagnes plus ponctuelles d'acquisition, c'est qu'on augmente de 5 à 10% les taux de transfo. Donc c'est là aussi un enjeu quand même assez important. Et pour finir sur ce sujet, on a ici une slide qui montre finalement le schéma du processus PRM. Donc avec au départ, on le voit bien, le match des bases de prospection du marché avec la connaissance client de la marque avec laquelle on travaille. On analyse, on segmente en premier point, c'est ce qu'on vient de voir, et on travaille le lookalike ou les segments à forte valeur pour les activer et ensuite les travailler dans le temps pour identifier donc le comportement des prospects, donc les prospects chauds, tièdes et froids, ou ceux qui abandonnent, les abandonnistes quand on va faire du transactionnel sur du site marchand.
Donc voilà, une synthèse finalement de ce type de solution qui fonctionne bien. À la fin, l'ensemble des comportements identifiés et des transfos, évidemment, remontent dans la base de données du client, puisqu'il faut que tout ça se nourrisse. C'est un cercle vertueux. Donc, soit dans sa base de données, soit dans sa DMP. Alors, pour rebondir sur ce que dit Fabien, hein, un des sujets centraux dans une stratégie d'acquisition, c'est le lead nurturing. Alors, il est très important en B2B, il l'est aussi en B2C, mais il l'est particulièrement en B2B. Pourquoi ? Parce que les délais de transformation d'un lead en client sont quand même beaucoup plus longs en B2B qu'en B2C. Comme le disait Fabien tout à l'heure, un prospect, il a besoin d'être rassuré, il va avoir besoin en moyenne de 5 à 7 contacts avec vous avant de devenir client. Et c'est aussi parce que dans le cas d'une décision d'achat B2B, votre prospect, il aura besoin, comme le disait tout à l'heure Daniel, de l'intervention de plusieurs parties prenantes. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il ne suffit pas de générer des leads, il faut vraiment intégrer le lead nurturing et le PRM dans sa stratégie d'acquisition pour travailler tous ces leads jusqu'à la transformation client. Un chiffre intéressant, hein, on estime une augmentation de 47% sur les ventes réalisées avec une stratégie de lead nurturing par rapport aux ventes réalisées sans. Tout simplement parce qu'on aura vraiment bien écouté et bien compris le prospect. Et c'est grâce à tout ça qu'on peut lui proposer la bonne solution au bon moment. Alors, on va le voir, hein, le nurturing, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. On peut imaginer des choses simples, et surtout en B2B, parce que les potentiels sont quand même en général plus faibles. Mais il faut vraiment que cette stratégie de nurturing et de PRM soit au cœur de votre dispositif d'acquisition. Donc déjà, quand on commence une stratégie de lead nurturing, c'est important de comprendre où en est votre prospect dans son tunnel d'achat. Le tunnel de transformation d'un prospect, c'est le visiteur qui devient prospect, qui devient lui-même MQL. Donc là, il s'agit d'un lead qui a montré son intérêt, puis il devient SQL parce qu'il est suffisamment chaud pour être transféré aux commerciaux. Et ensuite, les commerciaux prennent le relais pour faire naître une opportunité et donc une vente. Donc vraiment, l'important dans votre stratégie de lead nurturing, c'est de scorer ces prospects-là en fonction de leur moment de vie. Et le but, c'est de récolter le maximum d'informations sur les prospects pour que le commercial puisse lui faire l'offre la plus adaptée possible. Et donc, une fois que tout ça est en place, que la stratégie d'acquisition est calée, qu'on va pouvoir lancer, évidemment, le but, ça va être de suivre et de piloter un peu tout ça. Donc, notre tips numéro 9, c'est les bons KPI, tu suivras. Alors, pour optimiser au mieux, il y a quelques KPI à suivre, hein, mais il y a surtout des bons réflexes à prendre avec vos partenaires et vos agences. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de bien comprendre où en est votre prospect dans le tunnel de transformation. On ne va évidemment pas lancer les mêmes dispositifs si on est en haut de tunnel que si on est en bas de tunnel. Au début du tunnel, l'objectif, c'est de faire connaître sa marque, de faire connaître ses produits, ses solutions. Donc, on va regarder les impressions, les ouvertures, les sessions, etc. Et plus on va avancer dans le tunnel, plus on va regarder des choses concrètes comme le taux de transformation, le CPL, le coût par lead, le CAC, le coût d'acquisition client, le ROI, etc. Et donc, c'est quand même vraiment central, c'est d'avoir le bon réflexe à garder en tête, de travailler main dans la main avec vos partenaires et agences. On a besoin, nous, en tant qu'agence, d'avoir de la visibilité sur les retours des campagnes qu'on lance et souvent, on manque un peu de visibilité. Donc, par exemple, dans le cadre d'une campagne de lead gen, on lance, comme le disait tout à l'heure Daniel, plusieurs dispositifs, plusieurs leviers, plusieurs canaux, plusieurs messages sur différentes cibles. On a besoin de savoir là où ça a transformé le plus. Donc, le premier réflexe, c'est de transmettre à votre partenaire, à minima tous les mois, hein, nous, c'est ce qu'on essaye de demander à nos clients, les statuts des leads que l'on a remontés. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir ajuster les leviers activés sur les cibles les plus appétantes. Voilà, par exemple, si on se rend compte que sur certaines actions, on a un taux de transformation de 15% par exemple, là où la moyenne elle est plutôt de 10% sur les autres cibles, évidemment que c'est grâce à cette information qu'on sera plus à même de proposer une action spécifique et verticalisée sur cette cible. Donc ça, c'est important à bien garder en tête.
Et notre 10e tips, the last but not the least, pour finir sur une tonalité, on va dire, un petit peu différente. Mais je voulais simplement revenir sur cette notion à laquelle on attache quand même beaucoup d'importance au sein d'Isoscale, qui est la bonne humeur et la bienveillance. Parce que finalement, c'est la clé de voûte de tous les dispositifs qui fonctionnent. Ça, on en est convaincu. Il y a un petit chiffre qui provient de l'étude Gallup, donc qui est une étude qui sort tous les ans. 65% des salariés en France ne se sentent pas vraiment engagés, dont 26% complètement désengagés. Voilà. C'est ça le chiffre intéressant, c'est 26% complètement désengagés. Alors pourquoi? Par manque de visibilité globale sur leur travail. C'est vrai que parfois les choses sont assez segmentées, mais surtout aussi par manque de bonne humeur. Et pourtant, finalement, ce sont bien les hommes et les femmes qui construisent et qui pilotent les dispositifs d'acquisition B2B. Ça n'est pas que de l'automation marketing ou que du virtuel, bien au contraire. Vous le savez, en fait, définir une stratégie d'acquisition et puis la mettre en place, c'est des réunions, encore des réunions, des comités de pilotage, des réunions d'arbitrage, des points de suivi, des réunions budgétaires, etc., etc. Donc, de nombreuses équipes sont appelées à intervenir avec des expertises et puis des métriques différentes. Donc, clairement, la bonne humeur, ça contribue au succès. Et c'est un langage commun à tous. C'est important de le redire. Donc finalement, c'est un peu le liant idéal pour l'ensemble des expertises qui interviennent dans l'acquisition, que ce soit la création, la technique, la data, le suivi client, etc. Et on ne parle pas tous forcément le même langage parfois, même si on se comprend, mais donc c'est vraiment un langage commun à tous. Ça renforce l'esprit d'équipe. Et puis une lecture commune. On parlait tout à l'heure des relations parfois tendues entre le marketing et le commercial. Si on commence par la bonne humeur, je pense que les choses naturellement se mettent plus facilement en place. C'est une condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante. Et ça apporte du plaisir, surtout ça génère et ça stimule la créativité, ce que je retiens. Et ça, c'est vraiment l'idéal pour enrôler les équipes dans comment mieux marier performance et créativité. Et c'est tout l'enjeu des marques, justement. Donc, c'est un vrai état d'esprit qui est insufflé avec cette bonne humeur. Et puis, c'est une source de motivation et de performance. Et finalement, quoi de mieux dans le métier, puisque c'est ce qu'on nous demande, la performance. Donc, pour terminer, je voulais juste finir avec ces chiffres donc, de la très sérieuse étude du MIT et d'Harvard, qui montre que finalement, dans les faits, un salarié qui est vraiment dans le bien-être et dans la bienveillance, il est 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent et il est beaucoup plus productif et beaucoup plus créatif. Et donc, je pense que sans nul doute, ces stats devraient être épinglés au-dessus des lits de tout bon DRH de France. Voilà, donc ce dernier tips, c'est pour terminer sur une note de bonne humeur, vous l'avez compris, mais pour remettre un peu les hommes et les femmes ou les femmes et les hommes au centre des dispositifs d'acquisition B2B. Voilà, sur la slide suivante, donc on a récapitulé donc, les 10 points qu'on a souhaité mettre en avant sous forme de 10 tips. Et puis, bien, écoutez, si vous avez des questions, des interventions, des notions d'échange ou autres, on est là pour y répondre. Et je vois qu'il y a un certain nombre de commentaires. Donc, qui veut commencer? Il y a des questions. Du coup, une première question, c'est quoi le C-level, s'il vous plaît? C'est une question pour Daniel. Oui, alors les C-level, tout simplement, ça correspond au cadre supérieur en entreprise. Donc, c'est quand on parle de C-level, en général, ce qu'on veut signifier derrière, c'est vraiment les personnes qui ont le dernier mot, entre guillemets, sur la décision d'achat au sein d'une entreprise. Ça concerne essentiellement des entreprises avec un certain volume de salariés, bien évidemment. Donc, on sera plutôt sur des ETI, des grands groupes, etc. Question suivante. Avez-vous une liste, même non exhaustive, des autres sources d'infos que l'on peut obtenir sur les entreprises, telles que les flottes auto, etc., etc. Il y a quelques, je dirais, martingales dans le B2B qu'on utilise assez souvent compte tenu des demandes qu'on peut avoir. Donc, effectivement, reconstituer les flottes automobiles
c'est quelque chose qu'on maîtrise tout à fait. Identifier les e-commerçants parmi les entreprises, alors que c'est un sujet complexe, on maîtrise ça aussi tout à fait. Il y a des choses assez classiques. Alors, il n'y a pas de dictionnaire ou d'annuaire en fait de toutes ces infos spécifiques. Parfois, on crée des choses à la demande. Je vais prendre un exemple. On nous a demandé de reconstituer le montant des subventions que touchent les associations. Bon, bah ça n'existe pas. Il faut le reconstituer. Donc là, on parle plutôt de smart data et en général, on recrée le référentiel. Mais si vous avez un besoin sur un sujet spécifique, il ne faut pas hésiter à ce qu'on puisse en parler pour vous dire si on est en capacité de le faire ou pas. Ouais, c'est ça, c'est vraiment sur demande et en fonction de votre secteur d'activité, de vos besoins, qu'on va essayer justement de créer de la valeur. Donc, il n'y a pas de, comme dit Fabien, de listing précis, mais justement, le but, c'est d'aller sourcer tout ce qu'on peut aller chercher. Adressez-vous des entités ayant des filiales ou ramifications à l'international. Donc, je comprends. Adressez-vous, donc avez-vous des données, j'imagine. Aujourd'hui, on reste sur une approche France en termes de data et de dispositifs, voire européen. Et encore sur l'Europe, c'est compliqué puisque vous savez qu'il y a des réglementations RGPD qui diffèrent sur le B2B en fonction des pays, parfois opt-out, parfois opt-in, parfois double opt-in, comme en Espagne ou ailleurs dans d'autres pays. Bon, donc ça peut être assez compliqué. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de travail sur le scope France, mais on a des clients sur lesquels on travaille sur des actions européennes, en effet. Sur la partie média, donc quand je dis média, c'est toutes les activations qui vont par exemple être social media, programmatique, etc. C'est tout à fait possible de l'opérer, d'aller générer des leads. On le fait pour certains de nos clients. On travaille sur tout un tas de marchés européens sur la partie plateforme. Alors, question suivante. Pour les deals tactiques, on reste sur du branding. Alors, pour les deals tactiques, non, pas forcément. Alors, les deals tactiques, c'est vraiment le fait d'aller identifier quels sont les éditeurs à forte valeur avec lesquels on peut faire des dispositifs. Ces deals tactiques, ils peuvent être branding dans le sens où, je sais pas, par exemple, on peut coécrire avec une régie un article qui sera hébergé au sein de la régie et qui nous fera de la visibilité et voire du trafic sur notre site. Mais ils peuvent également servir à générer des leads, c'est-à-dire, je reprends l'exemple du même article, derrière sur cet article, bah, la régie pour nous, elle peut collecter, capturer le lead et nous le transmettre. Donc les deals tactiques, ça peut vraiment s'adapter finalement aux objectifs qu'on a, et aussi bien sur du branding que sur de l'acquisition, et avec des tarifs d'entrée qui, chez certaines régies, qui sont peu connus, mais pourtant avec des volumes de trafic assez élevés, avec des tarifs qui restent quand même très avantageux. Question suivante, je vois, êtes-vous connecté directement via des API dans les CRM? Alors oui, dans les compétences Martech chez Isoscale Time1, on a évidemment, on opère toutes les plateformes existantes et tous les CRM existants du marché. Nous sommes certifiés Salesforce, donc on se branche effectivement assez facilement sur, et pas que, hein, je parle de Salesforce, mais c'est parce que c'est plus représentatif, mais on se branche sur tout type de CRM en effet. Ouais. On met en place les web services API très régulièrement et c'est le quotidien de nos équipes trafic chez nous, chez Isoscale et Time1. Alors, est-ce que vous avez des exemples de co-création de prestations avec des prospects clients B2B et les tips associés? Alors, si la question c'est est-ce que vous avez des cas clients, oui. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais c'est ce que je comprends en tout cas. Alors, si c'est ça la question, on a évidemment moult exemples de prestations sur les tips qu'on vient de détailler. Ben voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Alors évidemment, la présentation est téléchargeable, le webinaire est réactivable en replay, et je pense que vous avez accès à dans tous les cas à nos coordonnées si vous souhaitez prolonger les échanges ou étudier des briefs spécifiques, bien entendu. Merci à tous pour votre temps et votre attention. Ouais, merci beaucoup. Merci à tout le monde et très belle journée à vous. Bonne journée. Au revoir.